Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans ce nouveau bulletin d'information. Au titre de l'actualité, aujourd'hui, la grande figure du cinéma algérien, le comédien Sida Ali Kouiret, est décédé. La visite du président du Conseil national palestinien en Algérie, Selim Zanoun. En Ukraine, la tension persiste toujours malgré le cessez-le-feu déclaré. Au Yémen, de violents combats à Aden et l'armée pakistanaise sollicitée. Nous débutons ce journal avec l'annonce du décès dimanche d'une grande figure du cinéma et du théâtre algérien, le comédien Sida Ali Kouiret à l'âge de 82 ans des suites d'une longue maladie. L'acteur et comédien algérien Sida Ali Kouiret, décédé dimanche en fin d'après-midi à Alger, a été inhumé lundi au cimetière de l'Achour. Né le 3 janvier 1933 à Alger, le défunt avait marqué l'histoire du cinéma algérien dès les premiers moments de l'indépendance nationale en se produisant dans plusieurs grandes œuvres comme L'Opium et le Bâton, Chronique des années de Braise ou encore Décembre. Le monde du théâtre et du cinéma algérien comme Sid Ahmed Agoumi a salué le talent et les qualités humaines de ce monstre sacré du 7e art qui aura marqué de son empreinte la culture algérienne de ces 50 dernières années. J'avais beaucoup d'admiration pour lui, d'amitié et de fraternité parce que on a travaillé ensemble pendant. De cet enfant de la Casbah, il en a fait quelqu'un qui prend langue avec Shakespeare, Molière, Chénocésie et tant d'autres. Il a su garder son âme populaire. Et aujourd'hui, je perds un ami, un frère, un partenaire hors du commun. Le président de la République Abdelaziz Bouteflika a déclaré qu'avec la disparition de l'artiste Sida Ali Kouiret, l'Algérie venait de perdre un fervent nationaliste et un militant qui s'est distingué par son courage et sa bravoure au sein de la troupe du Front de Libération Nationale. Avec la disparition de Sida Ali Kouiret, la scène artistique a perdu l'une des grandes figures du cinéma et du théâtre algérien, a souligné dimanche la ministre de la Culture Madame Nadia Labidi dans un message de condoléances. Le défunt s'est particulièrement distingué en interprétant des rôles phares dans plusieurs films, notamment sur la glorieuse révolution qui resteront à tout jamais témoins de son immense talent, a écrit la ministre. Au niveau politique, le président du Conseil national palestinien Selim Zanoun a entamé dimanche une visite de 5 jours en Algérie sur invitation du président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Saleh. M. Zanoun a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international Houari Boumedienne par le président du Conseil de la Nation. Lors de son séjour à Alger, le responsable palestinien aura plusieurs rencontres et entretiens avec des responsables d'institutions nationales sur les derniers développements de la cause palestinienne et les moyens d'instauration d'un État palestinien indépendant. Le président du Conseil national palestinien animera également une communication sous le thème « La cause palestinienne face aux défis ». Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'armée nationale populaire relevant du secteur opérationnel de Boumerdès, première région militaire, a éliminé un terroriste le 5 avril 2015, lors d'une embuscade tendue au niveau d'Oued l'Arbatash. L'opération s'est soldée par la récupération d'un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, d'une quantité de munitions et de 2 téléphones portables. Par ailleurs, et dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la contrebande et le crime organisé, des détachements relevant des secteurs opérationnels de Ain Ghezem, de Borj Badi Mokhtar et de Tamanrasset, 6e région militaire, ont arrêté 17 immigrants clandestins, 25 contrebandiers dont 5 Algériens et 20 de différentes nationalités africaines, et ont saisi 2 véhicules tout-terrain, une moto, une somme d'argent de 132 490 dinars algériens, 134 605 francs CFA et 15 125 francs guinéens, ainsi que 23 détecteurs de métaux, 75,5 grammes d'or, 34 grammes de pierres contenant de l'or, 29 téléphones portables, 600 litres de carburant et 420 kg de miel. Dans le cadre de la facilitation des opérations administratives pour le citoyen, plusieurs mesures ont été prises en faveur des ressortissants algériens établis à l'étranger, notamment en ce qui concerne la délivrance du passeport biométrique, le certificat de nationalité et le casier judiciaire. Plusieurs mesures ont été prises pour répondre aux préoccupations de la communauté nationale à l'étranger et au respect des échéances, à l'occasion d'une réunion ayant regroupé au siège de l'ambassade d'Algérie à Paris les chefs de poste consulaires en France et en Europe, présidés par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Abdelhamed Senoussi Berqsi. Parmi ces mesures figurent notamment la réduction des délais de remise du passeport biométrique et la mise en place d'un site internet permettant de suivre les différentes étapes du traitement de son passeport. La photographie scannée pour les enfants de moins de 12 ans et pour les personnes à mobilité réduite est acceptée,
et ces catégories de personnes n'ont pas l'obligation d'être présents au niveau des services consulaires. L'interconnexion progressive des postes consulaires est envisagée pour permettre à tout ressortissant né à l'étranger immatriculé de retirer son document S12 à partir de n'importe quel poste consulaire. Toutes les informations relatives à la mise en œuvre de ces mesures de facilitation sont consultables sur les sites internet du ministère de l'Intérieur et des collectivités locales, ainsi que des différents sites des consulats d'Algérie. Par ailleurs, et en collaboration avec le ministère de la Justice, tout ressortissant immatriculé pourra très prochainement retirer auprès du poste consulaire sur le champ à sa demande son certificat de nationalité ou son casier judiciaire. Dans le cadre de l'optimisation de la formation professionnelle, l'amélioration de l'articulation entre le secteur économique et la formation professionnelle est nécessaire. La nomenclature de cette dernière, qui est dynamique, est adaptée aux besoins du secteur économique. La nomenclature de la formation professionnelle est adaptée aux besoins du secteur économique, a indiqué lundi la directrice de la formation continue et des relations intersectorielles au ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnel, Aqila Chergou, qui s'exprimait sur les ondes de la radio Chaîne 3. Le ministère vise à former une main-d'œuvre qualifiée devant répondre aux besoins du marché de l'emploi. Notre objectif, c'est de qualifier les jeunes, surtout ceux qui sortent du système éducatif, de l'éducation nationale, et de satisfaire aux besoins de l'économie. Donc pour pouvoir qualifier les jeunes et satisfaire les besoins du secteur économique, il faut connaître quels sont les besoins du secteur économique et quelles sont les aspirations et les caractéristiques des jeunes. Et pour adapter l'offre de formation justement à ces besoins, besoin d'employabilité des jeunes, qui commencent déjà au moment du système d'orientation, au moment de l'orientation, au moment où le jeune vient choisir la spécialité, il y a tout un travail qui se fait pour que quand on fait une bonne orientation, il y a une meilleure insertion à la fin. Elle a indiqué que le secteur reste ouvert à toutes les propositions, précisant que l'objectif consiste à recenser les besoins pour les intégrer dans les programmes de formation, rappelant l'installation en 2012 d'une commission au niveau de chaque wilaya en vue d'adapter l'offre locale avec les programmes de formation. Madame Chergou a mis l'accent sur l'importance d'accompagner les projets par le biais des centres d'excellence que le ministère est en train de développer. Concernant le suivi des jeunes ayant accompli des formations, la même responsable a souligné que le ministère œuvre, en concertation avec l'Agence nationale de l'emploi, à la mise en place de mécanismes devant aider au suivi des diplômés. Concernant la prise en charge de la réalisation du tunnel de Djebel Ouahch, le ministre a précisé au cours d'un point de presse organisé en marge d'une visite d'inspection du chantier de la future station de péage de Ensmara, à l'ouest de Constantine, que les négociations pour trouver une solution à l'amiable avec ce groupement étranger se poursuivaient sous l'arbitrage du ministère des Travaux publics. Ces négociations, à l'issue desquelles il sera décidé de la reprise ou non des travaux de réalisation du tube gauche, objet d'un affaissement partiel, semblent prendre une tournure positive, s'agissant de l'achèvement du projet par le même partenaire, ce que souhaite la partie algérienne, a ajouté M. Kadi. Le ministre s'était auparavant enquis, aux côtés des autorités locales, de l'avancement des travaux du contournement, sur 13 km du tunnel en question, notant avec satisfaction le taux d'avancement correct du projet, estimé à plus de 45%. M. Kadi a de nouveau insisté sur la nécessité absolue de livrer en juin prochain ce projet où une légère correction a été introduite au niveau du point de jonction avec l'autoroute dans le souci d'éviter une zone sujette à un probable glissement de terrain. Il a exigé des responsables des 4 entreprises désignées pour le projet de prendre toutes les dispositions nécessaires pour renforcer les effectifs, les moyens matériels, tout en adoptant le travail en continu pour livrer le contournement dans les délais impartis. Le ministre des Travaux publics s'est rendu la veille au soir dans la wilaya de Borj Bouarerij où il a inspecté les travaux de réfection d'une partie de la chaussée sur 18 km. Sur place, il a demandé l'ouverture sans tarder à la circulation du segment de 5 km où les travaux sont achevés. Il a par ailleurs déploré la lenteur observée dans les travaux de réalisation de la station de péage non loin d'Aïn Taghrout, soulignant la nécessité de revoir le planning et d'accélérer le rythme des travaux. M. Kadi a également observé une courte halte près de Sétif où il a appelé à l'amélioration des travaux d'aménagement de 2 heures de service et de 3 heures de repos à Sétif, Al-Alma et Ain Terik. Sur le sujet de la valorisation du patrimoine de notre Sud, le secteur des ressources en eau prend soin et s'emploie à préserver les fogaras, un système traditionnel d'irrigation dans les oasis algériennes, en tant que ressource hydrique et patrimoine national et humain de valeur.
Une journée d'information sur les Foggara a été initiée par l'Observatoire des Foggara et l'Agence nationale de gestion intégrée des ressources en eau, dans le but de réunir le représentant des secteurs concernés, eau, agriculture, environnement et collectivités locales, et le mouvement associatif s'intéressant à la Foggara autour des modes de gestion de ce système hydraulique ancestral pour sa préservation et sa mise au service du développement socio-économique. Le système des Foggara, destiné à l'approvisionnement en eau potable et eau d'irrigation agricole, repose sur une série de puits connectés entre eux par un dédale de galeries souterraines s'étendant sur des centaines de kilomètres et alimentés à partir du réservoir hydrique souterrain du Sahara. S'exprimant en ouverture de cette journée, le ministre des Ressources en eau, Hussein Nassib, a fait part de la création d'une commission d'experts et de techniciens qui, en coordination avec les propriétaires de ces ouvrages hydrauliques, élaborera une fiche technique de chaque Foggara à l'effet de dégager les financements nécessaires à leur préservation. La Foggara a été intégrée dans le Code des eaux promulgué en 2005 et il y a eu la création d'un observatoire des Foggara en plus de la mobilisation de financements importants sur divers programmes de développement. En marge de cette journée d'information sur les Foggara, Hussein Nassib a présidé une cérémonie symbolique de remise des clés de camions-citernes pour le pompage des eaux usées avant de visiter une exposition sur le système traditionnel de mobilisation et de partage des eaux des Foggara. Le ministre des Ressources en eau poursuit sa visite de travail par l'inspection d'une série de projets relevant dans différentes communes de la wilaya d'Andrar. Dans le volet santé, l'Algérie enregistre annuellement quelques 130 nouveaux cas de personnes atteintes de cancer sur 100 000, a révélé dimanche à Blida la professeure Djouda Hamouda, chercheuse en cancérologie à l'Institut national de santé publique. Elle a signalé à titre indicatif que la prévalence aux États-Unis d'Amérique est de 500 nouveaux cas par an pour 100 000 habitants, alors qu'en Belgique, elle est de 400 cas par an pour 100 000 habitants également. Les statistiques placent l'Algérie au milieu du classement en matière de progression des cas de cancer, a-t-elle estimé. Le cancer du sein vient en tête des cas recensés en Algérie avec 11 000 nouveaux cas par an, suivi des cancers du col de l'utérus, du poumon, du colorectal, de la glande thyroïde et de la prostate, a précisé l'oratrice. Soulignant l'importance de la prévention dans les cancers touchant les femmes, la spécialiste en gynécologie à l'hôpital Mustafa Pacha a plaidé pour le dépistage précoce des cancers du col de l'utérus et du sein chez la femme, respectivement à partir de 25 ans et 30 ans. L'association Al-Badr d'aide aux malades atteints du cancer organise du 4 au 11 avril courant une semaine de solidarité contre le cancer du sein, sous les signes la sensibilisation et la mobilisation contre le cancer. Chacun a un rôle à jouer. Une initiative considérée comme la première du genre à l'échelle nationale, parrainée par le Wali de Blida dans le cadre du plan national de lutte contre le cancer 2015-2019. Sur le plan international, la tension persiste toujours en Ukraine. 6 soldats ukrainiens ont été tués dimanche lors d'une des journées les plus meurtrières de ces dernières semaines dans l'est séparatiste pro-russe, où le cessez-le-feu entré en vigueur mi-février demeure très fragile. Selon le porte-parole militaire ukrainien, 2 soldats ont péri et un autre se trouve dans un état grave dans l'explosion d'une mine près de Chirokine, à 10 km du port stratégique de Mariupol, dernière grande ville de la zone de conflit sous contrôle de Kiev. La police ukrainienne avait déjà annoncé la mort de 4 soldats après un tir de missile anti-char sur Shtastastia, ville sous contrôle des forces gouvernementales à environ 15 km du fief séparatiste de Lugansk. Samedi, on a annoncé la mort de 3 soldats ukrainiens dans l'explosion d'une mine vers Advika, ville sous contrôle des forces gouvernementales, située près de l'aéroport de Donetsk, aux mains des rebelles pro-russes. Depuis le début du conflit qui a fait plus de 6 000 morts en près d'un an, nombre de routes de campagne, de champs et d'infrastructures stratégiques ont été minées dans l'Est afin de bloquer des accès et renforcer les défenses des 2 belligérants. En dépit de l'entrée en vigueur le 15 février d'une nouvelle trêve, après la signature entre Kiev et les rebelles pro-russes des accords de Minsk II le 12 février, les accrochages restent quotidiens. Le président ukrainien Petro Poroshenko a affirmé que la question des forces de maintien de la paix en Ukraine devrait être prochainement abordée avec les pays membres du format dit de Normandie. Le chef de Pravi Sector, groupe ultranationaliste paramilitaire dont des membres combattent aux côtés de l'armée ukrainienne dans l'Est séparatiste pro-russe, a été nommé lundi 6 avril conseiller au ministère de la Défense. Il est poursuivi en Russie pour incitation au terrorisme et Moscou a émis un mandat d'arrêt international contre lui. Au Kenya, au lendemain de l'attentat sanglant qui a visé l'université de Garissa, les Kenyans se sont rassemblés pour des prières consacrées aux victimes. Un des assaillants a été identifié comme un jeune Kenyan et l'aviation militaire kenyane a bombardé 2 des camps terroristes somaliens Shebab.
L'assaillant identifié est un jeune Kenyan d'ethnie somalie, diplômé en droit et apparemment promis à un brillant avenir. Les terroristes veulent provoquer la peur et la division dans notre société. Les terroristes veulent provoquer la peur et la division dans notre société. Mais nous devons leur dire, vous ne vaincrez pas. Nous devons tous rester solidaires, a déclaré l'archevêque anglican Eliud Wabukala dans son sermon de Pâques. La veille, le président Kenyatta avait appelé à l'unité entre communautés chrétiennes et musulmanes. Notre colère justifiée ne doit déboucher sur aucune stigmatisation, a exhorté le chef de l'État en référence aux musulmans somaliens ou kenyans d'ethnie somalie. L'aviation militaire kenyane a bombardé lundi en Somalie 2 camps des terroristes somaliens Shebab qui ont revendiqué l'attaque. La destruction de ces 2 cibles était déjà prévue avant l'attaque de l'université, a annoncé un porte-parole de l'armée kenyane. Comme nous l'avons évoqué dans les titres de ce journal, le Yémen s'enfonce dans la guerre civile. Les violents combats entre chiites, houthis et membres de comités populaires ont causé la mort de 53 personnes, dont 17 civils, en moins de 24 heures à Aden, où des zones résidentielles ont été bombardées, poussant des dizaines de familles à fuir. Les miliciens houthis et leurs alliés ont réussi dimanche à progresser vers Aden et se sont emparés du siège de l'administration provinciale avant de se rapprocher d'un port. L'Arabie saoudite, ne voulant pas s'impliquer seule dans cette guerre, a demandé des soldats et des avions de combat au Pakistan pour son opération contre les rebelles, a affirmé lundi le ministre de la Défense pakistanais, affirmant qu'Islamabad cherchait pour l'heure une solution pacifique au conflit yéménite. À la demande du Premier ministre Nawaz Sharif, les parlementaires pakistanais tenaient lundi une assemblée spéciale afin de débattre de la participation ou non du Pakistan à la coalition. La requête de Riyad place Nawaz Sharif dans une position délicate. Le Pakistan, majoritairement sunnite, est en effet le théâtre de tensions religieuses. Des groupes armés s'en prenant à des membres de la minorité chiite qui représentent 20% de la population de 180 millions. Nawaz Sharif a répété à plusieurs reprises qu'il interviendrait en cas de menace pesant sur l'intégralité territoriale de l'Arabie saoudite, sans dire quelle forme pourrait prendre une telle intervention. Sur le plan humanitaire, le Comité international de la Croix-Rouge, qui a lancé samedi un appel à une trêve humanitaire de 24 heures pour pouvoir apporter un soutien médical à la population, a déclaré lundi faire face à des problèmes logistiques pour acheminer son aide. Quelques 48 tonnes de médicaments et de kits chirurgicaux attendent le feu vert pour partir vers le Yémen par avion ou par bateau, selon le CICR, qui précise que ceci permettrait de traiter entre 2000 et 3000 personnes. Nous avons les autorisations pour acheminer un avion cargo chargé de fournitures médicales, mais il y a un problème concernant l'atterrissage à l'aéroport de Sanaa, où de moins en moins d'appareils peuvent se poser, a déclaré Sitara Jaben, un porte-parole du CICR qui a également précisé que la Croix-Rouge veut déployer une équipe chirurgicale à Aden, mais attend l'autorisation de toutes les parties engagées dans le conflit. Les réserves de médicaments et d'équipements dans les hôpitaux et cliniques qui prennent en charge les blessés sont en train de diminuer dans le pays, où les populations souffrent de pénurie de carburant et d'eau, alors que les stocks de nourriture se raréfient. Les violences se succèdent en Syrie, où environ 300 Kurdes qui se rendaient à Alep dans le nord pour toucher leur salaire ont été enlevés lundi à l'ouest de la ville par des terroristes qui avaient érigé un barrage. Ils circulaient à bord de 5 bus et d'un minibus venant de la localité kurde d'Afrin. On ne connaît pas quel groupe de terroristes était derrière ce rapt. Cependant, des responsables kurdes ont accusé les terroristes du Front al-Nosra, branche syrienne d'Al-Qaïda, très active dans la province d'Idleb où a eu lieu le rapt. Les ravisseurs ont demandé la libération de 3 de leurs hommes arrêtés par les autorités à Afrin, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Au Moyen-Orient, l'entourage du gouvernement israélien a confirmé dimanche que seulement une partie des taxes destinées à la Palestine, mais bloquées depuis janvier, avait été versée en représailles à l'adhésion de la Palestine à la Cour pénale internationale. Mahmoud Abbas rejette le versement et monte au créneau. Mahmoud Abbas hausse le ton. Israël a débloqué dimanche une partie des fonds qu'il refusait de verser depuis 3 mois à l'autorité palestinienne. Un paiement que le président palestinien a rejeté, exigeant qu'il soit effectué en totalité ou pas du tout. L'État hébreu a gelé au début de l'année le versement des taxes qu'il collecte pour le compte de l'autorité palestinienne pour protester contre son adhésion à la Cour pénale internationale. Fin mars, il avait annoncé qu'il débloquerait les centaines de millions de dollars dus. Une facture qui s'élève aujourd'hui à environ 380 millions d'euros, selon une source gouvernementale israélienne. Une source dans l'entourage du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a confirmé dimanche qu'une partie de cet argent avait été transférée à l'autorité palestinienne, ajoutant qu'Israël avait assuré aujourd'hui aux États-Unis
que le montant restant pouvait être transféré à tout moment. Lors de la création il y a 20 ans de l'autorité palestinienne, Israël s'était engagé à collecter en son nom les taxes et les droits des douanes sur les marchandises destinées aux Palestiniens transitant obligatoirement par Israël. Aujourd'hui, cette somme représente près de 110 millions d'euros par mois, soit les 2/3 des recettes budgétaires propres à l'autorité palestinienne qui peine à payer ses 180 000 fonctionnaires depuis qu'Israël a suspendu début janvier les versements. La Palestine est officiellement devenue membre de la CPI le 1er avril et la procureure Fatou Bensouda a décidé de se pencher sur le conflit israélo-palestinien. Mais aucune enquête formelle n'a été ouverte contre des dirigeants israéliens. Comme débat de société, les jeux vidéo sont considérés comme bénéfiques pour les capacités cognitives et visuelles, mais en abuser peut provoquer des problèmes importants de comportement. Une étude réalisée à l'université Brown, dans l'état du Rhode Island, au nord-est des États-Unis, et publiée dans la revue scientifique PLOS One, a montré que jouer améliore non seulement les capacités visuelles, mais aussi l'apprentissage des capacités cognitives. Beaucoup de gens voient encore les jeux vidéo comme une activité où on perd son temps, bien que des recherches commencent à montrer leurs aspects bénéfiques, note Aaron Berard, un des auteurs de l'étude. Il se pourrait que la grande quantité d'entraînement visuel reçu par les joueurs au cours des années puisse aider à parfaire les mécanismes de consolidation du cerveau, estiment les chercheurs. Une autre étude de l'université d'Oxford au Royaume-Uni, publiée dans la revue Psychology of Popular Media Culture, estime pour sa part que les enfants qui jouent aux jeux vidéo plus de 3 heures par jour sont plus susceptibles de devenir hyperactifs, de se battre ou de se désintéresser de l'école. Ces problèmes de comportement sont liés au temps passé à jouer et non au type de jeu utilisé, précisent les auteurs de l'étude. En effet, ils n'ont pas trouvé de lien entre la pratique de jeux vidéo violents et un comportement agressif dans la vie réelle, ou une baisse des résultats scolaires de l'enfant. En revanche, jouer moins d'1 heure par jour peut être positif pour le comportement de l'enfant. Ces résultats montrent que les jeux vidéo sont peut-être une autre manière de jouer pour les enfants de l'ère numérique, avec tous les bénéfices qu'apporte le fait de jouer plutôt que le moyen utilisé, explique une des auteurs, Alison Mishkin. On arrive maintenant à la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis dans cette nouvelle édition et à bientôt sur Numedia News.